Hi, everyone. Thank you so much for joining us today for this new talk with a fantastic professor of ethnomusicology, sorry, Dr. Sirima Kone from the University of Houphouët-Boigny in Côte d'Ivoire, Abidjan. So you'll be talking about the lyricists in traditional Senufo music between aesthetics, education, and the preservation of the collective memory. The case of Zélé de Papara. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci de nous rejoindre une fois de plus ce samedi, ce dernier samedi du mois, pour les talks de Polyvocal Research Lab, en compagnie aujourd'hui du docteur Koné Bassirima. Il est enseignant-chercheur à l'université Houphouët-Boigny d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il va nous parler le sujet dont il va le sujet du jour sera donc le parolier dans la musique traditionnelle sénoufo entre esthétique, éducation et sauvegarde de la mémoire collective. Le cas de Zélé de Papara. Alors, pour tout vous dire, je vais vous donner un bref résumé de sa communication. Si les livres dits saints enseignent qu'au commencement était la parole et que la parole était Dieu, les traditions africaines ne soutiennent pas autre chose au sujet du verbe. Bien au-delà du discours, celles-ci traduisent la matérialité de cette assertion à travers différents modes d'expression culturelle tels que la musique, le conte et d'autres formes d'art. Chez les Sénoufos de Tengrela, la musique des Diéguélés, particulièrement celle du Bari popularisée par le zélé de Papara, place la parole au cœur du processus de création et d'exécution de cette forme d'expression musicale, faisant du parolier un personnage central. Aussi, ce personnage incarné par Zélé de Papara dans le Bari assure-t-il les fonctions d'éducateur des masses, d'éveilleur des consciences, de gardien de la mémoire collective, le tout sous une forme esthétique aboutie. Quels sont les statuts, rôles et fonctions du parolier dans la musique traditionnelle africaine en général? Comment se manifeste-t-il particulièrement dans le Bari? Quels messages ces paroliers portent-ils dans leur musique? Quels impacts ont-ils sur les populations et quel est leur apport à la pérennisation des musiques traditionnelles? Cette étude adopte une approche qualitative fondée sur l'enquête ethnographique, l'analyse de contenu et l'analyse ethnomusicologique des textes chantés de Zélé de Papara. Elle a, cette étude donc, pour objectif de montrer l'importance du parolier dans la valorisation de la musique traditionnelle africaine, particulièrement dans celle du Bari. Alors, quelques petits mots sur le docteur Koné Bassirima. Il est maître assistant au département des arts de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, comme je l'ai dit tantôt. À la fois enseignant, chercheur et artiste engagé dans la promotion du reggae, ses travaux portent sur la musique traditionnelle africaine et sa pérennité. Ses recherches sont, à cet effet, orientées vers la collecte, la conservation et la valorisation du patrimoine culturel sénoufo dans son volet musicologique à travers l'étude des Diéguélés, qui sont des xylophones, et la biographie de la cantatrice Zélé de Papara, avec pour objectif de la rendre accessible à un large public tout en facilitant une meilleure connaissance du peuple. Ces travaux questionnent les rapports entre musique et langage, analysent les processus d'apprentissage des instruments traditionnels africains, notamment les diéguélés, en contexte contemporain, et étudient l'évolution des musiques urbaines postcoloniales que sont le reggae de Zouglou, le coupé-décalé, dont les fondements se trouvent dans les musiques traditionnelles. Auteur d'une vingtaine d'articles scientifiques, il est commissaire général d'un festival universitaire dénommé FUACA, Festival universitaire des arts et cultures d'Afrique et d'ailleurs. Ce festival se tient chaque année au mois d'avril à Abidjan. Il a déjà porté dans le cadre de ce festival, dans ce cadre-là, pardon le pléonasme, les colloques internationaux sur les œuvres d'Alpha Blondy en 2023 et de Tiken Dia Fakoly en 2025 et sur la musique Zouglou en 2026. Le docteur Kodé Bassirima est membre du laboratoire des sciences de la communication, des arts et de la culture, le LSCAC Côte d'Ivoire, du laboratoire application et contextualisation en oralistique et musicologie africaine, à Coma, au Gabon, de la Société française d'ethnomusicologie, la SFE, de l'International Society for Music Education et représentant local de l'International Council for Traditions of Music and Dance.
je ne vais pas être long, je vais lui laisser la parole. Donc, je vais vous faire poste de docteur Koné. Euh, Ça sera plus pratique. Ou bien vous avez la main, en tout cas, vous avez à vous La l'antenne. main? Oui. Oh, d'accord. Merci, docteur Gino. Merci pour cette présentation. Bonsoir tout le monde. Good morning, everyone, everybody. Good afternoon for those who are in we are in a village, big village. So some are on the morning over and the evening over in the night. So good night, good morning, good evening to everyone. I want to ask Dr. Zino has presented the communication I have to do. I will just tell you that I will talk sometime in English, sometime in French. But I really be at ease in French. So I will more talk in French than English. And I hope that Dr. Gino can translate my communication in English for those who don't understand French. Okay. So after when I've told that, I just want to share my communication, my PowerPoint. So in French, on dit donc en français, le parolier dans la musique traditionnelle, c'est une faux entre esthétique, éducation et sauvegarde de la mémoire collective, le cas de Zélé de Papara. Donc, déjà, nous allons commencer cette communication par un hommage, a tribute to Zélé de Papara et à tous ces paroliers, tous ces poètes de la tradition de l'oralité, morts ou encore vivants, mais qui sont dans un anonymat qui contraste avec leur talent et leur rapport à la richesse culturelle de l'Afrique. Voilà, donc cette communication leur est dédiée. Le plan de la communication est donc dans un plan classique. Voilà, donc en mode IMRAD, nous allons présenter une introduction. Ensuite, nous allons montrer la méthodologie d'approche, la méthodologie qui a guidé les travaux. Il va y avoir ensuite les résultats que nous allons discuter avant de conclure. Et donc, nous allons commencer par dire que si les livres saints, comme je l'ai dit tantôt, les livres saints enseignent au début de tout processus, il y a la parole. Par exemple, on a la Bible, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean 1, verset 1. Dans les théologies chrétiennes, c'est dans le monde africain, dans les réalités africaines, dans les traditions africaines, c'est aussi la même vérité qui est véhiculée. À titre d'exemple, nous avons chez les Dogons, au Mali par exemple, on dit que le monde naît grâce à une parole divine prononcée par Ama. Voilà. Et chez les Bambara, qu'on trouve au Mali, au Burkina Faso, et toute la côte ouest, en Guinée, en Côte d'Ivoire, chez ces peuples-là, on parle de Nyama. Le Nyama, c'est l'âme ou le souffle vital. Selon cette croyance, donc, c'est Nyama est venu insuffler en l'homme par la parole toujours divine. Et quand nous prenons même les peuples bantous de l'Afrique du Sud, du centre de l'Afrique, pardon, les peuples bantous aussi, la croyance, il y a certaines croyances, les croyances de ces peuples affirment que le souffle de vie est venu par la parole. Et donc, nous revenons sur le peuple Sénoufo, qui va faire l'objet de cette étude. Les Sénoufo aussi qu'on trouve dans les mêmes, en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Burkina Faso, au Ghana, en Côte d'Ivoire. Chez eux, ils ont deux appréhensions sur la question. Déjà, il y a le Kolocholo, qui représente le Dieu suprême. Ils disent là-bas que le Kolocholo a créé le monde en 10 jours. Et lorsqu'il a créé le monde en 10 jours, il a vu que le monde n'était pas parfait. Et donc, il a créé la Kachelo, qui est la vieille femme, la femme, pour parfaire le monde. Et tout ça, c'est grâce à la parole. Voilà. Donc, nous voyons donc que la parole,
autant dans les livres saints que chez les peuples de tradition orale, chez beaucoup de peuples, la parole est au commencement de tout. Et c'est cette même parole, donc, chez les Sénéfaux, par exemple, qui assure la connectivité entre le monde divin et le monde visible que nous voyons tous les jours, le monde des humains. Et donc, cette double mission place donc la parole au centre du processus non seulement de la création, mais au centre aussi du discours et surtout de la musique. Voilà, ça implique donc que le fait musical dont Molino parle dans ses ouvrages, ce fait musical la place la parole au centre de la musique. Voilà, donc la parole joue un rôle important. La parole ça permet de communiquer, mais surtout, ce qui va nous intéresser ici, c'est le fait que la parole là, est au centre de la création musicale chez les Sénéfaux. Et donc, les questions que nous allons nous poser, c'est de savoir quel rôle joue cette parole dans la création, dans le processus de création, dans le fait musical. Et comment la pensée humaine est structurée pour assurer la connectivité dont je parlais tantôt entre le monde invisible et le monde visible. Voici donc les questions qui vont guider notre travail. L'objectif de cette étude est de faire connaître donc le parolier naturellement, de faire connaître, de montrer son importance dans la société traditionnelle africaine et particulièrement chez les Sénéfaux à travers l'étude, l'analyse d'un cas, le cas de la cantatrice Zélie de Papara, qui est à la fois musicienne, chanteuse, poète, poétesse, généalogiste, instrumentiste, parolière. Voilà, donc nous allons montrer, voilà un peu l'objectif à la fin de cette communication qu'on devrait avoir atteint. Comment nous allons procéder? La méthode, ce sera une méthode interdisciplinaire entre l'anthropologie, l'ethnomusicologie et la littérature orale. Voilà. Cette introduction étant ainsi faite, nous allons rentrer dans le vif du sujet. La première partie, donc, la démarche méthodologique, elle comporte deux parties, l'ancrage théorique et la méthode adoptée pour les travaux que nous sommes en train de vous présenter. L'ancrage théorique va s'articuler autour de trois théories. La théorie de la littérature orale africaine, voilà, qui a été développée par Pateba, par Tuna Achebe, par Amadou Kourouma, par Djibril Tamti Niane et par bien d'autres écrivains, cette littérature orale. Donc, elle va faire partie de la théorie que nous allons, sur laquelle nous allons nous appuyer pour ce travail. L'autre théorie, c'est celle de la mémoire collective, développée par Maurice Albuak, qui nous démontre que l'histoire est une continuité, est un rappel des faits, mais la mémoire fait appel à l'affect. L'histoire, au contraire de la mémoire, l'histoire est scientifique, l'histoire, c'est le fait de relater les faits avec objectivité, avec scientificité. Au contraire de l'histoire, la mémoire met beaucoup d'affect dans l'histoire qu'elle retrace. Et la troisième théorie sur laquelle nous allons nous appuyer, c'est la théorie de l'anthropologie, l'ethnomusicologie, c'est les deux théories du culturalisme développées par Alan Merriam avec Blacking et la théorie du structuralisme développée par Natier et Sima Arom. L'approche méthodologique, donc, puisque c'est un travail anthropologique, c'est un travail ethnomusicologique, donc naturellement, nous avons utilisé l'observation participante. Voilà, nous avons participé, observé, puisque c'est pendant les funérailles que les paroliers sont mis en évidence. Donc, nous avons participé à des funérailles, assisté dans différentes régions. Tout à l'heure, dans les résultats, vous allez voir le tour de la question. Donc, les funérailles ont pris une grande place. Il y a aussi des performances live. Voilà, des performances live parce qu'aujourd'hui, la parole certes, elle a commencé au village dans la tradition, mais elle s'est déplacée en ville. Voilà, donc il y a des performances live pendant les festivals et même pendant les concerts, tout ça. Nous avons aussi épluché beaucoup de vidéos, voilà, sur lesquelles nous avons pris des informations. Et enfin, nous avons analysé, décortiqué des documents audio. Ensuite, l'entretien. Bon, les paroliers étant connus, les traditionnistes étant connus, les musiciens étant connus, nous sommes allés naturellement vers eux
Et l'un des paroliers qui nous a beaucoup aidé dans ce travail s'appelle Alain Giz, voilà, qui est un parolier Dida, voilà, qui nous a aidé. Et Zélé de Papara étant décédé, mais nous avons néanmoins rencontré ces musiciens, voilà, qui nous ont raconté un peu comment ils créaient, quel était le processus de création. Et nous avons aussi naturellement discuté avec des personnes, des sachants de la tradition. Ensuite, il y a eu des fouilles bibliographiques, des fouilles documentaires. Nous avons notamment travaillé sur 4 grands textes, mais bien au-delà, mais 4 grands textes. Le livre intitulé La chanson populaire, et c'est sur la de Srolou Gabriel, de Wonji Christophe, 1986. Le livre sur Amédée Pierre, le dopé national, grand maître de la parole, de Babi, René Babi. Le livre sur l'anthologie de la littérature orale de Côte d'Ivoire, un document de Zadie Zaourou, 2011, et un article que nous avons écrit en 2021 sur la cantatrice Zélé de Papara. L'article est intitulé Zélé de Papara, une voix et une identité du Bari en pays sénéfaux. Et c'est paru dans la revue Cahiers d'ethnomusicologie, numéro 34, 2021. Voilà, donc voici les documents écrits dans lesquels nous avons, qui sont venus en appoint du terrain. Et les œuvres aussi, les œuvres que nous allons écouter, sur lesquelles nous avons travaillé, surtout les œuvres des Papara, il y en a 4. Larry Shaw, Natoroma, Glei et puis Chilem Leni. Voilà, donc cette précision méthodologique et théorique étant faite, quels résultats avons-nous obtenus sur le terrain? Déjà, il faut commencer par préciser, par dire c'est quoi le parolier. Qu'est-ce que nous entendons par parolier? Voilà, le parolier dans le contexte africain, dans le contexte occidental, c'est une personne qui écrit les paroles d'une chanson. Ça peut être aussi le compositeur, mais très souvent dans la conception occidentale, on peut détacher le compositeur du parolier. Donc le parolier, c'est celui qui écrit uniquement les textes. Quoique, il peut arriver que celui qui écrit les textes soit aussi celui qui écrit la musique, qui compose la musique. Ça, c'est dans un contexte vraiment, j'allais dire occidental, mais pas que occidental, on va dire dans un contexte de musique populaire. Mais par contre, dans le contexte de l'oralité africaine, le parolier, il est tout. C'est l'homme ou la femme qui est à la fois musicien, qui est compositeur, qui est conteur, c'est-à-dire qui relate les contes, qui est chanteur, et qui est généalogique, qui est traditionniste. Il a beaucoup de tâches, beaucoup de cordes à son arc, c'est le lieu de le dire, mais ce qui caractérise cette fonction-là, ce parolier-là, c'est sa maîtrise de l'art de la parole publique. Parce qu'il n'est pas parolier qui veut. Celui qui n'a pas la maîtrise de l'art de la parole publique ne peut pas être parolier. Et le parolier aussi ne se dessine pas, ne se choisit pas au hasard. C'est vraiment souvent dans des cultures, ça se transmet de génération en génération, de père en fils ou de mère en fille, dans des familles. Il y a des castes aussi. C'est le cas des griots, par exemple. Mais même quand il n'y a pas de caste, et que ça se transmet quand même de père en fils ou de mère en fille. Et la mère peut avoir beaucoup d'enfants. Et parmi ces enfants, elle peut décider que tel ou tel n'est pas apte à la chose et que c'est tel autre qui peut le faire. Donc, c'est juste pour dire que le parolier n'est pas choisi au hasard. Parce que quand le parolier va sortir sur la place publique, le parolier va représenter toute la famille. Il va aller parler au nom de la famille. Et le devoir qu'il a, comme je l'ai dit, ce sont des généalogies. Le devoir que le parolier a de raconter l'histoire d'une famille ou du village ou du roi, ça incombe à sa propre famille, ça rend hommage, honneur à sa propre famille. Donc, c'est important que le parolier ne soit pas choisi au hasard, que ce soit quelqu'un qui a la maîtrise de la parole, mais qui a aussi beaucoup de connaissances, qui est doté de beaucoup de connaissances. Donc, voici donc ce qu'il faut retenir de la définition du parolier. Maintenant, quels sont les rôles? Quelles sont ses fonctions? Le parolier, comme je l'ai dit, il remplit beaucoup de fonctions. Mais l'une de ses premières fonctions, c'est vraiment la transmission du savoir. La transmission du savoir à travers les récits chantés, à travers aussi souvent parlés. Et à travers ces récits-là, il a pour objectif d'éduquer la communauté sur la base de ce que faisaient les ancêtres. Voilà. Donc, vous voyez que le parolier
il est vraiment un pont. Je parlais en introduction de connectivité. Il est vraiment un pont entre le monde, j'allais dire des ancêtres, l'esprit des ancêtres, et le monde d'aujourd'hui, le monde des vivants que nous sommes. Voilà, donc c'est vraiment une chaîne de transmission, une courroie de transmission du savoir. Il a aussi pour rôle d'assurer la médiation sociale. Il a le rôle d'assurer la médiation sociale. Ses paroles doivent être apaisantes. Ses paroles ne doivent pas allumer le feu. Ses paroles ne doivent pas encourager à faire susciter des querelles, susciter des divergences entre les populations ou entre les familles. Non, il doit avoir des paroles apaisantes. Il doit aussi avoir des paroles de moralité, de bonne moralité. Voilà, il doit être vraiment quelqu'un de moral et il doit donner des leçons de morale à la société. Voici donc une autre fonction qui est aussi une fonction sociale, donc d'assurer les leçons de morale à la population. Et donc, comme exemple, par exemple, de ce type de parolier, nous avons le tourou, par exemple, chez les Bété, chez les peuples, on va dire généralement les peuples Krou, les Oué, les Bété de l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment le tourou est l'essence même, et la musique, on va dire le genre musical par essence dans lequel s'exprime, à travers lequel s'expriment les paroliers. Voilà, et donc, ils ont aussi une fonction de communiquer, de traduire, de communiquer, mais c'est vraiment pas sacré. C'est dans le genre non sacré. Parce qu'il faut dire que le parolier, il y a aussi le côté sacré de la chose, voilà, le côté sacré qui n'est pas autorisé, qui n'est pas permis à tout le monde, qui n'est pas permis à tout le monde d'entendre, qui n'est pas permis aussi à tout le monde de dire. Voilà, donc ça, c'est réservé aux initiés. Là-bas aussi, il y a des paroliers. Voilà, mais comme naturellement, vous pouvez imaginer que ce qui nous intéresse ici, c'est le côté profane de cet art. Et aussi, donc, chez les Sénifaux, on a le bari. Voilà, plus loin tout à l'heure dans cette communication, nous allons voir le bari, c'est plus isolé des papas pratiquer plan musical. Et c'est le bari qui est chargé. Donc, là-bas, ils sont chargés de louer, de faire le louange des personnalités. Et donc, différents types de paroliers dans la tradition africaine, dans les traditions de l'oralité. Le premier type qui est, on a dit ici, qui est très célèbre, c'est le griot. Le griot, il est poète, c'est un chanteur, un musicien ambulant dans les sociétés de l'Afrique occidentale. Il est la mémoire vivante de ces sociétés-là. Il est le dépositaire de la tradition orale. Il est chargé de transmettre l'histoire, les généalogies et les légendes depuis des générations, comme nous l'enseigne Djuri Tampignan dans Sunyata, le Popé Mandingue. Le savoir du griot repose sur l'art oratoire. Vous voyez, le griot, on le trouve chez les peuples mandingues, au nord de la Côte d'Ivoire, au sud du Mali, toutes ces zones sahéliennes. Voilà, ce sont les mêmes peuples. Donc, c'est là-bas qu'on trouve le griot. Et donc, il utilise comme instrument, principal instrument, la kora. Il s'accompagne seul de sa kora, mais aussi il peut s'accompagner de balafon, il peut s'accompagner aussi d'autres instruments solistes, voilà, dans l'expression de son art. Après le griot, nous allons, avec le griot, avant de passer à quelqu'un, on va écouter un extrait de.
Nous allons passer au deuxième, à un autre type de paroliers, qui sont les chansonniers. Voilà, ce qu'on appelle chansonnier. Voilà, le terme chansonnier, en fait, est un terme, j'allais dire un peu ambigu, hein, je ne l'ai pas dit un peu polémique. En fait, c'est quoi un chansonnier? Bon, on nous dit que le chansonnier, c'est un artiste qui compose et qui interprète des chansons. Voilà, quelqu'un qui compose des chansons est un chansonnier. Encore une fois, dans le contexte occidental, mais ici, occidental du Canada, par exemple, le chansonnier est considéré comme un musicien qui anime dans des bars, qui anime des festivals ou des événements privés. Il est souvent seul, accompagné de sa guitare, et il possède un vaste répertoire de chansons populaires connues pour faire participer et chanter le public. Voilà, donc vous voyez que ça, c'est dans le contexte au Canada. Dans le contexte français, dans la tradition française, le parolier le chansonnier, le terme désigne historiquement un auteur ou un interprète de chansons satiriques, comiques ou engagées, qui se moque de l'actualité et de la politique. Et dans le contexte encore plus global, on peut dire que le terme de chansonnier, on constate qu'il désigne le musicien de la tradition orale. Alors que le musicien des musiques populaires est appelé chanteur, très souvent on a tendance à considérer ceux de la tradition orale comme des chansonniers, donc des paroliers. Les paroliers sont aussi donc appelés chansonniers. C'est pour ça que je dis que c'est un terme polémique, mais bon, ça peut faire l'objet de d'autres commentaires. Donc ici, nous allons écouter un chansonnier Lobi. Les Lobis sont un peuple du nord de la Côte d'Ivoire, du sud du Burkina, du nord du Mali et du Ghana. Et c'est un chansonnier très connu, qui s'appelle Nani Palé, décédé en 1982. Et lui, il s'est fait accompagner de son balafon, voilà, le balafon qu'on appelle le yolombo. Ici, il dénonce à travers une chanson que nous allons écouter les travers de la société de la colonisation. Nous allons donc écouter le chansonnier Nani Palé.
parolier, nous allons arriver maintenant dans la tradition Kou chez les Bétés. Dans la tradition Kou, les Bétés sont installés à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est un groupe ethnique qui se retrouve à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et donc, là-bas, on parle de Louboutouignon ou de Wedjewedjegnon. Le Louboutouignon ou le Wedjewedjegnon, ce sont les deux types de paroliers. L'un, le Louboutouignon particulièrement, lui traduit les paroles de malheur, de deuil. C'est dans les cas des funérailles, dans les cas des deuils, des malheurs que le Louboutouignon s'exprime. Il peut venir dans des funérailles, il raconte les prouesses du défunt, le corps peut être couché, le corps est couché, et il parle de celui qui est mort, de ses prouesses, comment il vivait, de son vivant, comment il était, on fait ses louanges, et puis il évoque aussi ses parents, ses ancêtres, tout ça. C'est aussi les pleureurs, on les appelle les pleureurs. Ça peut être aussi des femmes ou les pleureuses. Donc leur rôle, c'est toujours à travers la parole, de rendre hommage au défunt. Et les Wedjewedje, non, par contre, eux sont des généalogies. Ce n'est pas forcément dans le cadre des malheurs, mais ils peuvent aussi raconter l'histoire, la généalogie des personnalités qui ils ont en face d'eux. Voilà, donc dans ce groupe-là que nous avons, Alain G, par exemple, dont je parlais au début de cette communication. Nous allons donc écouter un Wedjewedjenon qui est Gobé Blé. Mais avant d'écouter Gobé Blé, chez les Bétés, donc dans cette région, par exemple, nous avons un milieu traditionnel des noms bien connus. L'un des plus célèbres, c'est Soulou Gabriel. Nous avons aussi tapé Corée, Lago Yadé, et puis Gobé Blé qu'on va écouter tout à l'heure. Et en milieu urbain, nous avons Amédée Pierre, Ernesto Didier, Niaori Jimmy, bien d'autres. Voilà, nous allons donc écouter Gobé Blé. Gayana, Robert, Gaya, Gay. Nya gay yana dubri gay yana dubri Darua gay yana dubri Amazuru guru boyro dida so kwete bi egba yoguri bare Amagba bonro gay dizo gay seriye yebodu osiri kaye mo Gbasa anya sa jetari yababrewa ne gbasa droko osu gbasa triwo Gobe odeba gbetibu bare yi kana dubri gay yana dubri Gayana dubri Gayana dubri Ziraza bro Bia oyo guri duba za buyo guri Jukuye die buru diwore yi okedi onyima buru odi dayo be ngesikwa ne petiti sokuye ne go de yi Ngri a zeniyan Zebre gba wan ke onwa awuru gogo Adeba oyo guri ogiri ebo ogbadagbada ye kuru giri peperi bibe yoko neka bi paka bibe gon Tu a oyo guri yoyurbe da zangana gbate da ya wo gere yu gaga ngana magun edigbo de se ke boru anyi be ke yu baba da di anya ma pa sir ke yu anya ma ne de be suru mu amaka Zire oyo guri za guru o zene ngene da do ge ya na do buri yi Voilà, donc c'est un parolier. Gayana na do buri yi Voilà, nous allons donc arriver, donc on va au nord de la Côte d'Ivoire, dans la tradition malinké. Là-bas, on parle de cordois. Voilà, le cordois, c'est celui qui annonce le parolier. Le cordois, il est souvent, lui-même il est parolier, mais il est souvent, on va dire c'est le MC. Voilà, on va dire ici on était dans la société moderne, si on le prend en comparaison dans la société moderne, c'est celui qui annonce le parolier. Le parolier qui va venir faire son spectacle, il est précédé par le cordois. Le cordois, lui aussi, il est un parolier. Il est parolier, c'est comme c'est la guest star, c'est celui qui fait la first part d'un artiste. Voilà, il apprend autour de l'artiste, on passe par lui pour présenter l'artiste. Il peut faire lui-même ses spectacles ailleurs.
Voilà, mais donc c'est vraiment un parolier en devenir. Et le monsieur que vous voyez en image est le cordois de Zélé de Papara. Voilà, c'est le cordois de Zélé de Papara, c'est celui qui l'accompagnait chaque fois qu'elle faisait ses spectacles, c'est lui qui la précédait. Et toujours dans le nord, nous avons les Kokala Mumili. Là, nous sommes chez les Sénifo, nous sommes dans la société traditionnelle Sénifo, où le parolier principal s'appelle Kokala Mumili. Voilà. Là-bas aussi, c'est la même chose. Ils ont pour rôle d'annoncer des paroles instructives et poétiques. Ils le font avec beaucoup de poésie. Ils racontent aussi, ils relatent la généalogie des familles, des pères en fils. Et on les trouve chez les peuples comme les Timbara, les Kouflo, les Tapiers, qui sont tous des peuples qu'il nous faut. Là-bas aussi, ils sont accompagnés d'une harpe lutte. Une harpe lutte est en forme avec des calibas, c'est monté d'un arc, et souvent à une à trois cordes. Et donc, il est souvent en solo, ou bien il est accompagné, ils sont à deux, les voix sont doublées, et il se promène de village en village pour chanter les généalogies des gens. Voilà, on les appelle les Kokalamouni. Et donc, nous, après ça, nous allons maintenant rentrer dans le personnage le personnage central de notre travail, sur lequel nous allons nous arrêter, qui est Zélé de Papara. Zélé de Papara, déjà, nous allons la présenter. Voilà, elle est née en 1934. Elle est tragiquement décédée en 1994. Elle s'appelait Zélé Koné. Et donc, elle a été pendant plus d'une dizaine d'années, on va dire plus de 20 ans, au devant de la scène professionnelle ivoirienne. Et c'est vraiment la musicienne la plus connue, la plus célèbre de l'ethnie, du groupe ethnique Sénifo que l'on trouve au nord de la Côte d'Ivoire. Sa mère, qui s'appelait Dazilé, était elle-même chanteuse du genre musical qu'on appelle le bari. Le bari, c'est un genre musical qui accompagne le balafon, qui est accompagné de deux ou trois balafons, et des tambours. Vous voyez sur l'image qui est à côté, on a un tambour à hanche. Le tambour à hanche, c'est là la chanteuse. Elle le met au niveau de sa hanche avec une corde qui est attachée, et c'est elle qui fait la rythmique dans l'orchestre. Voilà, pendant que les hommes jouent les balafons, elle a suit le côté rythmique avec ce petit tambour qu'on appelle le barping. En même temps, elle chante. Voilà, donc elle fait les deux choses. Et donc, pour Zélé de Papara, elle a commencé très tôt. Elle a été imprégnée dans cet art depuis l'âge de 16 ans. Elle a suivi les cultivateurs au champ. Elle a commencé son art au champ. Et elle s'est vraiment faite la voix. Elle s'est produite, elle s'est travaillé la voix en suivant les cultivateurs au champ et en jouant avec les orchestres de Djegele qui, je vous assure, qui joue très fort. Et donc, elle est obligée pour être à la hauteur, d'après ce que son musicien nous a raconté, elle est obligée de hausser la voix au-dessus des balafons. Donc, ça a eu une conséquence de donner de la puissance à sa voix. Tout à l'heure, nous allons l'écouter, vous allez voir comment sa voix se fait. Voilà, donc elle a chanté toute sa vie, elle a chanté toute sa vie jusqu'à ce qu'elle meure tragiquement en 1994. Son style, on va dire que le style de Zélé de Papara, ça tourne autour de trois techniques. Voilà, elle use de la technique du chanter-parler, elle use des ornementations vocales, et puis elle use de répliques personnifiées. Voilà, tout ça, aujourd'hui, on retrouve ces trois styles-là, ces trois types de techniques-là chez les musiciennes qui ont succédé. La jeune génération aujourd'hui essaie de l'imiter et on trouve ces styles-là chez elle. Voilà, donc le parler chanter, c'est quoi? C'est une technique qui consiste à dire. Pendant qu'elle chante, elle improvise tellement qu'elle peut parler, communiquer avec le public, communiquer aussi souvent avec son musicien, son guitariste principal. Voilà, elle peut lui demander, par exemple, de jouer moins fort ou de jouer plus rapidement selon ce qu'elle veut, de jouer plus rapidement, bien de ralentir le tempo, de ralentir, de casser le rythme. Mais quand elle dit ça, elle le chante en même temps. Et dans son style, c'est connu comme une technique. Et il lui arrive aussi, lorsqu'elle est face à un public, il lui arrive aussi de s'adresser au public directement en lui demandant, en disant par exemple, toi, que je vois en face de moi, toi qui es avec la casquette sur la tête, n'es-tu pas le fils d'un tel?
Si la personne dit oui, effectivement, tu savais-tu que ton père était ceci, cela, savais-tu que ta mère était ceci, cela, et ton grand-père. Voilà, donc comme ça, elle commence voilà, dans un style vraiment propre à elle. Et la deuxième technique qu'elle utilisait, c'était l'ornementation. Voilà, elle jouait sur les syllabes, sur les voyelles, elle naviguait, elle jouait sur les lettres. Voilà, et tout à l'heure, on va écouter un exemple, vous allez voir. Et donc, les traits vocaux caractéristiques de Zélé qui en ont fait son style. Voilà, son style. Et donc, cette technique était couramment utilisée. Ce procédé lui permettait de retenir l'attention du public. Elle pouvait faire des trilles, par exemple. Voilà, des choses de ce genre dont elle seule avait la technique. Elle utilisait aussi, en plus du tri, elle utilisait aussi des mélismes. Certains passages étaient clamés, déclamés, avec la voix de poitrine ou la voix de fossé. Et les répliques personnalisées, elle avait des expressions propres à elle qu'elle utilisait qui n'étaient pas, qui étaient dérivées de mots. Voilà, qui étaient dérivées de mots connus. Voilà, elle a l'habitude de l'entendre dire maru maru, maru maru, maru maru. Dicho maman, dicho maman, ouais. Dicho maman, da. Voilà, donc tout ça, quand vous écoutez son style, quand vous l'entendez chanter, vous avez l'impression que c'est du hasard, mais non, c'est pas du hasard. C'est vraiment, tout est codifié, tout a un sens. Par exemple, le maro maro, c'est le diminutif de Camara. Camara étant le nom de famille de son époux à elle. Et son époux était celui qui, en même temps, qui l'accompagnait au balafon au djigeli. Donc, son époux était le djigeli. Et donc, chaque fois, elle utilisait cette formule sous forme d'interjection lorsqu'elle voulait le féliciter. Suite à une belle phrase de jeu, qu'il avait exprimé au balafon. Lorsqu'elle veut lui demander aussi d'accélérer le tempo ou bien de ralentir, afin que sa performance du moment soit simplement saluée par le public. Et en retour, celui-ci, selon les cas, jouait sur les grosses flammes pour indiquer que la pièce était finie ou bien pour indiquer que j'accepte la salutation que tu me donnes. Donc, il y avait ce discours entre elles qui chaque fois qu'il entend maro maro, c'est suivi d'une phase que le djigéliste va exprimer sur son instrument de musique. Il y avait aussi l'expression zima. Zima qui vient de zélé. Voilà, ziman, ça veut dire à zélé. Voilà, zi étant la contraction de zélé et puis le man voulant dire à moi. Donc, suite à une vague de salutations ou d'hommage qu'elle rend, elle va rendre dommage à telle personne, elle va utiliser cette formule à la fin comme une signature, comme pour dire, ça c'est Zima, c'est Zélé qui a dit. J'ai dit que ton père, toi tu descends des temps, ton grand-père vient de là, ton arrière-grand-père vient de là. C'est signé Zélé. Comme pour dire, celui qui met en doute mes paroles peut toujours aller vérifier et venir me contredire. Voilà, c'était donc sa signature. Voilà, comme aujourd'hui, nous écrivons des articles, nous faisons des communications, nous mettons toujours nos noms. Donc, elle, c'était sa technique de signature à l'oral. Et donc, là-bas aussi l'expression zicho, da. C'est une formule qui signifiait, une formule abrégée de son arbre généalogique à elle-même. Voilà. Là, elle exprimait en utilisant cette formule avec des tris, elle rendait hommage à sa maman. Elle disait qu'elle Zélé est la fille de Da. Si c'est Da avait beaucoup d'enfants, il y avait des garçons, il y avait des filles. Moi, je suis la fille et la dernière fille. Voilà. Tout ça dans l'expression, il y a le premier Zi, ça exprime elle-même Zélé. Le deuxième Zi exprime qu'elle est en dernière position. Donc, autant de codes que la cantatrice utilise dans son art de communiquer. Et quand on écoute sa musique, on a l'impression que c'est de l'improvisation, mais non. Tout a un sens, tout est utilisé à une place bien indiquée. Voilà, donc nous allons écouter maintenant une de ses œuvres, une pièce de Zélé, et puis après nous allons continuer.
Tatinyang ko jam chati wote ko tamaler fanal simonyo le nder jomni Ate waka ona te fofo ya fa febi wannan nani Ate waka amu petro we yongolo ma petro Arjo baye no paye yubezi chosama tapi mama Sirmena wala yefo si chama ma petro Pape wakana nyongula pape wakana Shebya jatan na mwari wakana Shebya jatan shano kamaru nyamna Te joriere fi chosango Karko dajere no konya Karko shari yo nyandegna Shemiere na kunyo nandero konde Najara te choroka koloklema Verja kuona eno konde Yelwera wallo Ya chena wacho yo Ya chera wallo Serni fao Ya piya ko karna Ok. Donc, voilà un peu. Voilà, bon, donc, voilà ce que j'expliquais, on l'a entendu tout à l'heure lorsque on a écouté on a vu les expressions, on a dû peut-être entendre les expressions que j'ai expliquées plus tôt. Et donc, Zélé, voici donc les résultats de nos travaux, de terrain. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir donc la parfaite maîtrise de Zélé de la langue sénoufo du fait de son imprégnation à elle dans cette culture depuis son plus jeune âge et du fait qu'elle parle et qu'elle communique à travers cette langue contribue à renforcer la justesse du poids et de la couleur de sa voix. Aussi, entre le nasal, le guttural et parfois même le fossé, le thème vocal de Zélé est riche et malléable selon ses chansons. Les marges de tolérance des instruments comme le xylophone ou le djingélé liés aux paramètres physiques, organoleptiques et psychoacoustiques justifiant la difficulté de déterminer leur appartenance à tel ou tel système pentatonique et ou écrit pentatonique tel que révélé par Frédéric Voisin et Fabrice Marandola agissent également sur le timbre vocal de la chanteuse et des chanteuses de ce type de musique qu'est le bari. Parce que comme je l'ai expliqué, les musiciennes sont obligées de chanter plus fort que l'instrument parce qu'il n'y a pas de micro, il n'y a pas de sonorisation, il n'y a pas d'instrument, les instruments ne sont pas sonorisés, donc tout est à l'acoustique. C'est vrai que le balafon il est acoustique, la voix aussi est acoustique, mais le balafon sonne plus fort. Et il n'y a pas qu'un seul balafon, ils sont souvent 2 ou 3. Donc pour que la chanteuse se fasse entendre souvent, elle est sans micro, elle est obligée de chanter 2 fois plus haut que les instrumentistes. Toutefois, donc, comme je l'ai dit, les qualités vocales qui contribuent à faire des zélés, des paparas, le fétiche vocal du vari, qui sont situés à 3 niveaux, la hauteur et la justesse des notes, la puissance de sa voix et la vélocité des paroles des chants. Bon, nous n'avons pas présenté des textes parce que, bon, on a préféré faire ça laisser ça pour une autre étude. Voilà, ce que nous venions montrer ici vraiment, c'était les styles, les rôles, le rôle qu'elle joue dans la société et quelques techniques de voix qu'elle a utilisées. Voilà, donc sinon, au niveau des textes, elle utilise beaucoup les proverbes, elle utilise les métaphores, elle utilise les images pour donner des conseils pour éduquer les populations. En conclusion, il faut dire qu'elle était vraiment, comme je l'ai dit, dotée d'une puissante voix. Pardon. Voilà. Dotée d'une
puissante voix héritée d'une solide formation acquise depuis le jeune âge. Zélé de Papara s'est produit sur plusieurs scènes en Côte d'Ivoire et à l'étranger, portant ainsi pendant longtemps, près de 30 ans, la musique du Bari au-delà de sa scène d'origine. Sa voix chaude, au teint clair et facilement identifiable, était capable d'émouvoir et de convaincre n'importe quel auditoire en dépit de la barrière linguistique. Son registre à mi-chemin entre le contralto et le ténor épousait parfaitement les courbes mélodiques des djegélés qui l'accompagnaient. Les techniques, ornementales du trim associées au mélisme enveloppant des textes débités dans un style déclamatique exécuté le plus souvent d'une voix gutturale ou constituait son identité et permirent ainsi d'asseoir le style zéléen encore pratiqué dans la région par les plus jeunes chanteuses. Et comme je le disais tantôt, nous rendons hommage à travers Zélé à tous ces musiciens qui sont dans l'anonymat et qui pratiquent cet art. J'essaie de changer, je vois que je n'arrive pas à changer mon PowerPoint. Mon PowerPoint, je n'arrive pas à le changer. Je ne sais pas. Bon, la communication est finie, mais je n'arrive pas à changer mon PowerPoint. Je n'arrive pas à le faire avancer, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais arrêter le partage et je vais, pour terminer, présenter juste ça. J'en ai fini, mais je vais juste présenter ça. Voilà, une autre vidéo d'elle en public, en concert. Voilà, on va la voir en concert. On a ici le cordoir dont je parlais, le cordoir qui la précède. Et elle est là avec les musiciens qui sont, les djegélistes qui sont assis à même le sol. Voilà, donc vous allez entendre tout ça. Ouais, ici, par exemple, pendant qu'elle était en train elle incite le balafoniste, qui est Bamara Kamara là, à jouer. Elle lui dit dans un style mi-parler, mi-chanter, mais je suis en train de m'apprêter pour te présenter la nouvelle chanson. Qu'est-ce que tu attends à ne pas m'écouter? C'est ce qu'elle dit. Mais vous voyez, ce dialogue, elle le fait avec son djegéliste. C'est une improvisation, mais en même temps, dans un style bien préparé. Et comme je l'ai dit, il y a une technique de parler, mi-parler, mi-parler. Par exemple, elle s'adresse au public. Pendant que le balafoniste est en train de jouer, elle rentre, c'est ce que j'ai expliqué. Elle trouve quelqu'un dans le public
elle lui raconte sa généalogie, etc. Donc là, le monsieur qui est là essaie de la mettre en difficulté. Je lui dis, mais ce que tu dis par rapport à tel, est-ce que toi tu peux me donner? Mais voilà, donc c'est comme ça tout le temps. C'est-à-dire qu'on peut la voir, quelqu'un veut vouloir savoir si elle maîtrise son art, qui est de raconter la généalogie des gens. Est-ce qu'elle me connaît vraiment? Et quand elle arrive à le faire, qu'elle réussit à le faire, souvent elle reçoit de l'argent comme salutation, comme réponse. Voilà, donc ça ceci met donc fait à notre travail. Donc, comme je le disais, vraiment, c'est un hommage à tous ces musiciens. Ils sont nombreux, ils sont dans la tradition, ils vivent dans l'anonymat, mais surtout ils vivent dans vraiment une détresse financière, souvent même morale, voilà, parce qu'ils ne sont pas représentés, ils sont pas mis ils n'ont pas la valeur qu'ils méritent dans la. Voilà, donc tous ces travaux que nous faisons, c'est vraiment pour qu'il y ait des oreilles attentives pour tout cela. Voilà, ceux qui sont déjà partis, on peut créer des musées, des modulés pour eux. On peut aussi mettre en valeur leurs travaux d'une autre manière, plus dans des endroits. Mais ceux qui édifient, ceux qui sont encore là, qui sont nombreux, qui vivent vraiment dans la détresse, on peut aussi avoir une oreille attentive à eux. Voilà, donc sur ce, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Thank you so much, Dr. Coney. Thank you for this wonderful talk. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a des anglophones. I mean, there are people who speak English here. So we have to, I'm sure they have a bunch of questions. I know my friend Emmanuel Ogara is right here. Je voulais juste vous remercier vraiment pour cette belle présentation. En tout cas, c'est très riche, très dense et ça m'amène à poser beaucoup de questions, mais je peux pas monopoliser la parole, donc je vais juste poser une seule question. Est-ce que vous estimez que les musiciens de Zouglou, de reggae et que sais-je, de coupé décalé sont aussi des héritiers directs de Zélé de Papara pour vous? Est-ce que vous pensez qu'ils sont aussi les héritiers de Zélé de Papara dans une certaine mesure, ou bien il n'y a pas de lien direct, bien quelconque avec sa pratique musicale en tout cas? Okay. Merci Gino. Et merci à tous ceux qui sont en ligne, tous ceux qui nous suivent. Merci à vous tous et merci aussi à vous, les organisateurs, pour cette opportunité que vous nous donnez d'expliquer un peu plus nos travaux. Et effectivement, je l'ai dit, bon, je vais le dire, c'est précis je n'ai pas tout dit dans cette communication, mais c'est précisé dans l'article qui va suivre. Effectivement, par exemple, les musiciens de Zouglou, particulièrement, ça découle directement du Tourou. Le Tourou, on a écouté Gobé, le chanteur Gobé, au milieu dans la communication. Cet art de communiquer chez les BT, c'est le même art, c'est ça qui a donné le Zoulou, l'ambiance facile du Woyo, qui plus tard va donner le Zoulou. Et donc, que ce soit le Zoulou ou que ce soit d'autres formes de musique, on a cité dans le travail, on a cité Ernesto Djegé, et on a cité Amédée Pierre, qui sont des musiciens urbains. Voilà, ce sont des musiciens urbains, mais leur art, ils le tiennent de cela.
Et donc, Zélé de Papara, c'est exactement la même chose. Le contenu de ses travaux, c'est quoi? Le contenu de son travail, c'est que elle loue les louanges, elle chante les louanges. C'est comme les Zoulous te parleront d'Atalakou, le coupé décalé. Il dira que je fais l'Atalakou, mais l'Atalakou du coupé décalé, c'est vrai que c'est parti en partie du Congo, du côté de la musique congolaise, mais il y avait ça aussi dans la musique traditionnelle, il y a ça aussi dans la musique traditionnelle ivoirienne. Donc, c'est tout ça que les DJ, les chants coupés décalés ont exprimé plus tard. Et même quand je prends le rap ivoire, ouais, la façon de. Tout à l'heure, on a écouté Gobé, le musicien, le parolier BT dans la pièce. Il y a un moment, on avait l'impression que c'était du rap. On avait l'impression que c'était du rap. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment ça qui dit là-bas. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est plein de sens. Voilà, je ne suis pas trop arrêté sur ça, sinon la communication elle est trop longue. Mais il dit, je dis, il dit pas n'importe quoi. Il dit vraiment pas n'importe quoi. Il dit, c'est bien réfléchi, c'est imagé, c'est profond, c'est beau. Voilà, donc il y a forcément un lien. D'accord. I think there are people here who want to ask some questions. Dr. Narcisse Fomecan, Paola, do you have any questions? Vous avez des questions à poser? Pardon. Gino, je ne sais pas si tu peux me permettre. Oui. J'écrivais ma question, mais bon, déjà, je félicite le docteur Koné pour cette présentation. Et j'ai peut-être sur le commentaire Paola qui disait qu'elle ne savait pas qu'on vient de dévoiler l'alter ego. Ça me fait penser au fait et aussi, et j'avais une question. Est-ce que la nouvelle génération, parce que votre conclusion, je crois, la dernière phrase parlait de la nouvelle génération, est-ce qu'elle respecte les codes de la tradition ou elle a tendance à peut-être à moderniser cette façon de faire? Est-ce qu'ils utilisent, deuxième pan de ma question, est-ce qu'ils utilisent, elle ou il, je sais, utilisent des réseaux sociaux pour vulgariser? Parce que les vidéos telles que j'ai vues sont de la dame que vous avez présentée. Est-ce qu'il y a des nouvelles formes qui utilisent les réseaux sociaux pour se propager ou voilà? C'est- Ok, merci Narcisse pour cette question. Il faut dire que quand on parle de nouvelle génération, toujours, même de façon générale, quand je parle de la musique africaine, je pense il faut la voir sous deux angles. Je le dis toujours dans mes travaux, il y a la musique qui est faite dans nos traditions, dans nos villages, que généralement, de façon triviale, on appelle musique traditionnelle, qui continue, qui existe. Pour la rencontrer, il faut aller au village. Il faut vraiment aller dans nos villages, il faut aller sur le terrain, on la rencontre. Ces musiques-là ne sont pas encore, bien que les villages soient aujourd'hui électrifiés, les gens ils ont l'Internet, ils ont, dans certains villages, hein, ils ont le courant, mais malgré tout ça, ces musiques, elles demeurent quand même. Elles ne sont pas influencées par la technologie. Il viendrait par exemple pas à l'idée d'un orchestre de Bari qui est composé de deux balafons, deux ou trois balafons, de deux tambours, avec une chanteuse ou deux chanteuses. Il ne leur viendrait jamais à l'idée d'y adjoindre une guitare ou d'y adjoindre un piano. Non, jamais. Il ne leur viendrait jamais à l'idée de faire ça. En tout cas, pas au village. Et donc, ça, c'est le premier type de musique traditionnelle. Là-bas, les gens continuent de le perpétuer comme ça a été fait. Et donc, ils n'utilisent pas forcément les réseaux sociaux pour se faire connaître, puisque c'est pas, je vais dire que ceux qui utilisent les réseaux sociaux, c'est plutôt ceux de la ville. Et ça, c'est pour monnayer ce qu'ils font. Voilà. Alors que ceux qui font au village, comme c'est pas en contrepartie d'argent qu'ils le font, quand quelqu'un va s'exprimer, il va jouer à des funérailles, il met pas un disque sur le marché pour avoir de l'argent. Voilà, donc, il ne met pas le réseau social devant. Quoique les gens peuvent filmer pour mettre sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas l'artiste, il n'a pas de producteur, il n'a pas une équipe, donc ce n'est pas l'artiste qui le fait. Donc ça, c'est le premier type de musique, celle de nos villages, qui sont encore, j'allais dire un peu, qui restent encore à l'abri de la technologie. Et puis, il y a l'autre type de musique, l'autre versant de la musique africaine, qui est celle des villes. Voilà, c'est vrai, ça appuie beaucoup sur le village, comme je l'ai démontré tout à l'heure avec le Zoulou, ça appuie beaucoup sur les musiques du village, mais qui ont carrément changé. Aujourd'hui, vous verrez quelqu'un, un chanteur, ou une chanteuse, qui va reprendre les œuvres des Zélé de Papara, mais il va les reprendre de façon carrément différente. Peut-être les paroles vont être là, mais à part les paroles, il n'y aura rien d'autre. Il va peut-être utiliser une guitare, il va utiliser un piano, il va utiliser une boîte à rythme, et tout ce qui va avec. Il peut même utiliser des instruments traditionnels. Donc, ça donne une forme
une forme de musique, une forme d'hybridité, je ne dis pas son nom, mais on ne peut pas dire que c'est le baril à l'état de ce qu'on trouve à la tradition. Mais ça reste quand même la musique africaine. Donc, ces deux types de musique-là existent. Voilà, ça. Donc, quand on parle de musique africaine, il faut tenir compte de tout ça. Voilà. Donc, pour dire que, pour conclure à la question, pour dire que, effectivement, la jeune génération, si on se réfère au village, elle continue de perpétuer, comme je l'ai dit, les œuvres des Zélé, des Paparas. On reprend ces chansons, on y apporte de nouvelles thématiques. Aujourd'hui, par exemple, quelqu'un peut parler des téléphones cellulaires, quelqu'un peut parler de son amoureux qui est parti, il y a des funérailles, et puis qui lui a pas laissé l'argent, donc elle est obligée d'aller dans une cabine téléphonique pour l'appeler, pour savoir où il est. Quelqu'un peut parler d'un réseau, des réseaux sociaux, de Facebook. Ça, c'est les réalités du moment que Zélé des Paparas n'a pas chanté. Voilà, mais à part ça, la façon de chanter, la technique du chant est la même. Alors, autre question? Any question? Dr. Kessler, bien-aimé? Emmanuel? Ouais, en fait, oui, merci d'abord au docteur Koné pour cette brillante présentation. Assez riche, ouais, c'est vraiment c'est incroyable et utile. On va pas dans les grandes théories, etc., pour nous compliquer la vie. C'est du concret, euh, de la bonne et vraiment ethnomusicologie. En ce sens, en fait, je suis très content d'apprendre, bien entendu, un aspect dans la région Caraïbe que, bon, que dans mes observations, mais je savais pas vraiment si c'était vraiment lié euh, à un lieu un peu plus large qui est quelque part en Afrique et où le chanter parler que j'ai trouvé moi je travaille sur la musique que j'appelle la musique des morts. Et on trouve ça dans les différentes scènes de deuil et également dans la musique urbaine. Il y a des groupes, notamment dans le compas, qui utilisent également le chanter parler, mais c'est de manière mimétique, mais sans nécessairement, c'est une pratique. On transmet de génération en génération, on fait ça par réflexe. Mais pas nécessairement avec un savoir, disant qu'on va imiter ce qui est en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas nécessairement ça, mais je suis bien content d'apprendre ça. Et ça élargit, de toute façon, encore une fois, et ma compréhension des choses. Et que c'est des pratiques qui sont dans la région Caraïbe et en particulier Haïti. Dans le compas direct, je peux vous envoyer plein de musiques et où le chanter parler existe. Et dans la musique de deuil, les gens, par exemple, quand par exemple, madame, la chanteuse, et comment elle s'appelle encore, Québec? Zélé des Paparas. Comment? Zélé, Zélé, Z. Ouais. Zélé. Quand la chanteuse par exemple les balafoninistes même ils s'occupent à autre chose et elle parle c'est une dynamique acoustique tellement intéressante et riche impossible d'écrire ça musicalement d'annoter ça, hein. Je suis désolé pour les grands musiciens comme Gino et c'est impossible d'écrire ça alors que ça fait partie finalement de l'ambiance musicale et il faut être là tout simplement pour saisir ça, tout dire que nommer, en tout cas, nommer les choses, c'est nous éloigner des choses. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Merci, Kessler. Merci pour cette information, ce témoignage. J'imagine évidemment que dans les Caraïbes, ce sont les mêmes peuples, hein. Voilà, ce sont les mêmes peuples l'oralité, c'est vrai qu'avec l'oralité, on perd beaucoup. On perd beaucoup quand c'est pas écrit, on perd beaucoup, mais comme j'ai un collègue, j'ai un professeur qui aimait à dire que de la façon dont on perd, c'est de la même façon que la dynamique de création est compliquée. Voilà, donc Mhm, on gagne, voilà, on gagne mhm, autant qu'on mhm, on perd pas tout. Et même quand on se déplace dans le temps et dans l'espace, comme je l'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, on a la dynamique de créer par rapport à son contexte, à son environnement, mais la technique est toujours là. mhm, La technique est, c'est la technique qui conduit les choses
Après, c'est une question d'inspiration. Je peux être inspiré si je peux vouloir écrire sur Internet, sur l'IA, par exemple. Je peux vouloir créer quelque chose sur l'IA. Si j'ai mon idée de créer sur l'IA, mais après, j'applique ça comment? Avec la technique que j'ai depuis de génération en génération. Donc, la technique, elle traverse le temps. Elle traverse le temps. Et c'est les cycles qui changent. Voilà, donc, c'est pour dire que quand vous me dites qu'on a ça dans les musiques du Caraïbe, même dans d'autres régions du monde, j'imagine que ça va être pareil. C'est bien de le savoir. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y a there's a question from Emmanuel. Emmanuel, you have the floor, please. Thank you so much. Hi everyone. Good afternoon. My name is Emmanuel, and I struggle with French, so I don't really understand French. But I did follow your lecture, and there are a few things I could pick from it, but I'll rely on Dr. Gino's translation to get the full gist. So thank you for the presentation. I have two questions. One, as I heard Dr. Gino talk about Zulu, the Zulu music genre, and possibly its relationship to the Sukus music genre. And correct me if I'm wrong, but I would want a translation of that. If that question was about the relationship of the Zulu music genre to Sukus in Congo. Also, at the very beginning of your presentation, I did see some slides about the griot music tradition. I've always associated griots with Gambia, Senegal, and all that. So, is it also a tradition that is obtainable in Ivory Coast? Does it and does it translate the same way it comes across in the Senegambia area? So those are my two questions. Okay. Thank you, Emmanuel. And because I am used as your French is not very well, and the same way my English is not clear. That's why I prefer. It was long. It was so technical. I prefer to talk in French. But as Dr. Gino said, he will make his effort to translate in English so that the ones who didn't understand the French version will catch the other one, the English one. And to answer to your question, about talking about the relationship between Zulu music and Sukus music in Congo, in Middle Africa. In fact, I'll tell it, there are some relation between all those music. There are some relation because as I try to say in my work, in my ethnological work, I want to show that there is a relation between our traditional music and the urban one. There are a relation because, as I was saying in French, the artist when he create, he can create as in the present, for example, he can create in something he runs in himself, but the way it translates, the way he gives in music, these technical ways come from a tradition, come from a way he learned by his father, his mother, and his grandfather, but he learned by his tradition. So if we take the question by this way, you can notice, for example, that Zulu used to make the genealogy of people, used to make a atalaku, as they say, to talk about your father. You can say that you, Mr. Emmanuel, you are a big guy, you are a great guy, your father was a general, because he wants you to give him money. So we say something about you, about your grandparents. This way of doing comes from the griot, comes from our traditional way. And we find this way in Zulu, we find this in Coupé Décalé, and I think that's the same when Sukus music, for example, try to make the atalaku of people around him. There are some ways they don't say, there are some words they use to congratulate some people. So to conclude, I can say that there is really closer relation between Zulu
Coupé décalé, our traditional and sukuk. I think so. And for the second question, yes, the griot, we find the griot from Gambia, Senegal, the border of Africa, West Africa, to Niger, All those veins that we used to call in our press, we used to call l'Empire du Mali, the Mali Empire, the Empire of Sundiata Keita. It's the same. You have the same people. We have the same people, the Bambara people, the Jula people, the Senufo people. All those people can find from Gambia to the border of Niger, and the kind of music is also the same. So you find the griot, same kind of griot, and the technique are the same. The same way they are using kora or balafon. And the way of to explain, to talk about the same way as I was talking, to talk about your father, to talk about your parents, the same technical since century before us. So they are, as you can see, they're nothing new. We just continue the translation of what we have learned from our parents. So that's what I can say according to your second question. I don't know if I have really clearly answered your question. Yes, you did great justice to it. Thank you very much for that explainer. Thank you. I really appreciate. I have always found it very confusing. Understanding the difference in that from Congo down to Ivory Coast, Zulu, Coupe de Calais. Anyway, I'm from Nigeria, so we used to call all those group of music Makossa, even though Makossa was from Cameroon, you know. So stuff like Coupe de Calais, Mapoka, Non, et puis, t'as un and état dans l'état chez nous, et aussi les cowboys. Allô, vous m'entendez? oh yeah, okay. The Congolese rumba, sungura, and all that. So it's something that's really very technical, and it's for an untrained ear, it's difficult to put them apart. And also, thanks for the explanation on the griot tradition and how it transcends from Gambia all the way to Niger. So thanks. Welcome. Thank you very much. Okay, Paula, you have the floor. Yeah. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, bonjour professeur, bonjour à tous. Je vous remercie parce que vraiment j'apprends beaucoup de choses et je voulais, voilà, je n'ai pas beaucoup de questions parce que c'est difficile de poser des questions quand on ne connaît pas le sujet, quand on découvre, quand on apprend. Par contre, ce que je voulais savoir suite à ce que vous venez de dire, donc vous parliez de la technique. Alors, de ce que j'ai compris, la technique est là, elle est mémorielle. Bon, est-ce que ce n'est pas aussi un frein pour son apprentissage pour les autres générations et tout? Parce que, bon, de ce que j'observe, je ne vois pas beaucoup d'écoles de musique, du moins en Afrique. Très peu, et quand bien même il y en a, c'est souvent des écoles qui sont méconnues. Donc, comment faire pour que, on sache que à travers cette chanson, ce style, cette technique-là, en plus, voilà, on peut apprendre et en faire un métier et même en vivre aussi. Donc, c'était un peu ma question. D'accord. Merci Paula. Je vous en prie, professeur. Non, ce que je dis à propos de la technique, cet apprentissage se fait même dans la tradition. Dans la tradition, elle se transmet par immersion, elle se fait par participation. L'enfant naît dans le cadre, l'enfant naît, même le cas des Zélé de Papara. Elle a commencé dès l'âge de 6 ans. Elle a, par exemple, sa mère faisait le travail qu'elle a fait plus tard. Sa mère était chanteuse. Donc, déjà, dès l'âge de 6 ans, là, je l'ai dit dans un autre article, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué ici, mais dès l'âge de 6 ans, on les forme
Il y a une formation qui se fait. Il y a une formation qui se fait. Si la mère est musicienne, l'enfant accompagne la mère. Et si la mère a beaucoup d'enfants, parmi ces enfants-là, elle peut en choisir, elle les teste tous. Hein. Et puis après, on peut trouver qu'il y en a même qui abandonnent d'eux-mêmes. Il y en a d'autres avec qui elle continue parce qu'elle voit en celle-là ou bien en celui-là quelqu'un qui peut la remplacer. Et donc, c'est là qu'ils apprennent. Ils apprennent par immersion. Ils apprennent en étant dans la chose. Hein. Ils apprennent en se frottant à la chose. C'est pas que il n'y a pas d'école. Là, je suis dans le milieu purement traditionnel. Hein. Je suis pas en ville. Je suis pas dans le milieu urbain où, c'est vrai, il y a des conservatoires aujourd'hui, il y a des écoles de musique pour apprendre. C'est pas dans ce contexte que je parle. Je parle dans le contexte vraiment de nos villages. Voilà, donc, pour montrer comment la technique se transmet. Et donc, je disais que ça se transmet par immersion, donc par le fait que l'enfant est dedans, très tôt, on le teste, on lui donne des chants à reprendre. Quand elle chante, quand l'artiste principal chante, pour le cas des chanteurs, elle reprend des bouts, et on la corrige. Quand ils le font, on l'envoie au champ. Pendant que les cultivateurs travaillent au champ, là-bas, elle teste, parce qu'on considère que là-bas, on a la possibilité de crier, de sortir la voix pour aller le plus loin possible. Là-bas, elle teste. Quand ça ne va pas le soir, quand elle rentre au village, elle peut aussi toujours faire des tests avec sa mère. Mais ça dure des années. Imaginez quelqu'un qui commence à 6-7 ans, jusqu'à ce qu'elle ait 20 ans, elle est dedans. Voilà, avant vraiment de prendre le relais. Voilà, pour dire qu'elle peut elle-même aller faire des compositions. Voilà, donc voilà pour dire qu'effectivement, c'est mémoriel. Je l'ai dit aussi, on peut perdre beaucoup. On perd beaucoup de choses quand ce n'est pas tracé, quand ce n'est pas écrit. Mais en même temps, comme le disait Kessler tout à l'heure, le fait d'écrire aussi, ça limite. Voilà, ça limite. Et donc, quand l'artiste et quand l'enfant ou bien l'apprenti musicien est libéré, est laissé libre de lui-même, on voit aussi son génie à lui, son génie créateur. Donc, la technique, là, se transmet de cette façon. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je pense que quelqu'un d'autre peut aussi compléter ma réponse. Hein. Voilà. Dino. Non, sa question est merveilleuse en tout cas, et puis ça interpelle un peu mes champs de recherche aussi, et personnellement, et puis la question de la mémoire, quoi. Qu'est-ce qu'on préserve, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui se perd, voilà, c'est très très délicat à manipuler. Et vous l'avez bien dit, docteur Koné, c'est fabuleux parce que c'est ce que j'encourage d'ailleurs. À chaque fois que j'enseigne, d'ailleurs, j'encourage mes étudiants à aller sur le terrain, aller vraiment côtoyer les porteurs de tradition, comprendre un peu comment ça fonctionne. L'immersion totale, quoi, c'est-à-dire oublier toutes les notions théoriques qu'on a apprises à la fac et autres, et rentrer dans le moule, c'est-à-dire pour pouvoir vraiment comprendre comment ça se comporte. Déjà, même l'initiation même au tambour, ça se passe toujours par comment dirais-je, par l'observation tout simplement. Avant de démarrer, quand le maître vous donne le droit de toucher au tambour, vous le touchez, ou bien au balafon. Donc, je crois que c'est partout pareil en Afrique, en tout cas sur le continent. Et c'est fabuleux. Ça m'amène à poser une autre question, c'est-à-dire que comment on fait maintenant je sais si je me trompe pas, hein, si vous allez me corriger, peut-être, je sais pas une connaissance aussi large que la vôtre, en tout cas dans ce domaine-là particulièrement surtout. Ben, les Sénoufos, on les trouve au Mali, dans différentes contrées d'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il y a au niveau de la langue des différences au niveau comment dire, du vocable utilisé par les chanteurs et les chanteuses de ces régions-là? Et est-ce que vous, qui êtes quelqu'un qui est du coin, par exemple, qui est Sénoufo de Côte d'Ivoire, et qui se déplace peut-être chez les Sénoufos du Mali ou bien de Gambie, j'en sais rien, je pose cette question, je ne sais pas vraiment. Est-ce que cette personne retrouve les mêmes sonorités, la même, pas l'organisation de l'espace sonore seulement, mais les mêmes sonorités surtout, enfin, se retrouve là-dedans, comme on dit communément. Est-ce que la personne se retrouve dans comme vous l'avez brillamment décrit dans votre exposé, en tout cas, c'est fabuleux. Est-ce que on se retrouve aussi dans ces contrées-là facilement, étant déjà de la culture de manière globale? Meeting is being recorded. D'accord. Merci pour c'est une très bonne question. Effectivement, ce que je dis pour le peuple, un peuple, la géographie, mais je pense que c'est valable aussi pour beaucoup de peuples, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit les Sénoufos de Côte d'Ivoire, il y a les Sénoufos au Mali, il y a les Sénoufos au Burkina, il y a les Sénoufos au Ghana. Mais ce sont des frontières qui datent de quoi? Même pas un siècle.
Voilà, ce sont des frontières qui datent de maxi 5800. Voilà, donc sinon, c'est des peuples qui sont uniques, voilà, qui sont les mêmes quand on les prend dans la tradition. Voilà, quand on les considère dans la tradition, c'est des peuples qui sont identiques. Voilà. Mais après, la distance fait que, c'est vrai qu'à un moment, on ne s'entend pas, on ne comprend pas tout le parler. Voilà, des mots qui changent. Pourquoi les mots changent? Les mots changent parce que quand il y a un peuple qui est peut-être à une frontière, l'autre est à l'autre frontière, il est voisin à d'autres peuples. Et la dynamique des langues fait que naturellement, il y a des mots nouveaux qu'on emprunte, il y a des mots qu'on perd, etc. Donc, quand tu fais la jonction de tout ça, tu peux trouver un Sénoufo, un groupe de Sénoufo à une frontière qui ne comprend pas forcément la langue de l'autre. Mais quand on tend l'oreille, il y a des mots, il y a des similitudes. C'est pour ça que les historiens, les linguistes les classent par groupe. On te dira par exemple que les Sénoufo appartiennent au groupe Bourg, avec par exemple les lobbies. Donc, dans ces grands groupes, les linguistes, nous on n'est pas linguistes, mais les linguistes avec les travaux, ils font des liens entre ces langues. Donc, quand j'ai fini de dire ça, c'est valable pour la langue, comme le disait, comme l'ont prouvé de Myriam et de Blacking, justement, c'est valable pour la langue, c'est valable aussi, même Natier, pardon, c'est valable pour la langue, mais c'est valable aussi pour la musique, c'est valable pour le système musical. La musique, j'avais pas dit unique, mais ce sont les mêmes éléments qu'on a. Voilà. Mais après, c'est vrai que le langage peut varier, légèrement varier, mais par exemple, quand tu as une intonation, quand tu as une échelle, il faut l'échelle, et que tu le trouves dans un balafon, c'est une faux qui est pentatonique. Quand tu prends un autre balafon, c'est une faux de l'autre côté d'une frontière, c'est pratiquement le même. Sauf si ce balafon a entré en contact et il a été volontairement changé, soit pour l'enrichir, soit pour d'autres raisons. Voilà. Sinon, je veux dire que le système musical est le même. Voilà. C'est vrai qu'il y a quelques nuances, mais globalement, c'est la même chose. C'est valable pour les sénifaux, c'est valable, tu trouveras ça même en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Centre, en Afrique voilà, pour deux peuples. Il y a les frontières sont là, mais elles sont, je pense, artificielles. Voilà, quand les peuples, il y a un peuple qui se trouve d'une frontière à l'autre, c'est les mêmes peuples. Voilà, c'est ce que je peux dire donner comme réponse. C'est une dernière, je ne veux pas monopoliser la parole, pardonnez-moi. J'avais une question qui me tient à cœur. C'est lié à mes insuffisances en la matière. En tout cas, égoïstement, je vais la poser. Est-ce que le fait que le balafon chromatique aujourd'hui qui existe, comment c'est perçu par les porteurs de tradition, par les gens qui jouent du balafon diatonique? Ouais. Comment c'est perçu par ces gens-là? Comment ils jouent, comment ils chantent? Ou il ou elle ou il, pardon. Oui, mais ils te diront, ils ne considèrent pas le balafon. Moi, quand je parle vraiment en tant qu'ethnomusicologue, quelqu'un qui parle de la tradition. Mm-hmm. Voilà. Même j'ai un de mes étudiants, par exemple, qui va soutenir bientôt, qui est en train de travailler sur la dynamique du balafon, du milieu traditionnel à la modernité avec ces changements, un balafon pentatonique qui devient chromatique. Voilà, qu'est-ce que ça répond, ça va un peu dans le sens de ta question. Mais moi, ce n'est pas de ça que je parle, mais je vais dire que pour répondre à ta question, quand je me plonge dans le milieu traditionnel, dans le milieu de la tradition où ils utilisent ces balafons, ils vont considérer le chromatique comme n'étant pas le leur. Ils ne vont pas considérer le balafon comme le leur. Ils vont le considérer comme un autre. Et ça s'entend. Ça s'entend puisque c'est ce que Francis Bébé l'a dit, même Senghor l'a dit. Nos langues sont enceintes des musiques. C'est-à-dire que nos langues accouchent de nos musiques. Voilà, c'est-à-dire que la langue se met dans la musique se met comme Bernie Sanders le dit, the message is in the music, the music is on in the message. Donc, il y a une interaction entre les deux, de sorte que les peuples te diront que c'est ma langue que je mets dans le balafon. Et le balafon qui est là, dès lors où je ne peux plus mettre ma langue dans un balafon, il n'est pas mien. Même si c'est d'une note, il est différent. Voilà, donc je pense que c'est ce que je peux donner comme réponse. D'accord. Non, j'étais juste curieux de savoir parce que je me pose des questions là-dessus aussi moi-même, parce que ça m'intéresse. Je joue du balafon un peu, mais je ne suis pas un spécialiste. On le trouve en ville, beaucoup d'orchestres modernes. C'est aussi la tendance de le rendre chromatique ou de le rendre même
et de le rendre heptatonique, de le rendre le plus proche possible du piano, mais c'est vraiment pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose parce que déjà un xylophone chromatique se joue, à ma connaissance, avec 4 lamelles. En tout cas, les gens le jouent beaucoup avec 4 lames. Voilà. Donc, tu vois déjà, alors que le balafon traditionnel, ça se joue avec 2 lames. Et donc, le discours est plus rapide, est plus prolixe dans le chromatique que dans le pentatonique ou dans l'heptatonique, par exemple. Donc, je pense que c'est différent. C'est vraiment pas. C'est nous, avec nos regards de musicologues, qui essayons de faire ces parallèles, et ça, c'est normal. Sinon, tu comparer. Mais sinon, je veux dire que tu prends le citoyen lambda dans une des traditions, il te dira que l'autre instrument, c'est pas le sien, c'est pas pour lui. C'est différent. D'accord. Bon, je vais pas prendre la parole tout le temps, mais il y a d'autres questions. Do you guys have any questions, please? I'm sorry, being long. Any question? None from me. Dr. Narcis, there's a new person here, someone with 8539335. I don't know. I don't know what it is. Who is? I think we're going to wrap up. I don't want to be too long. Gonna have a lot of questions. You know, I want to feed myself anyway. So I want to learn from you. And, you know, if it's, Paola doesn't have any questions. So thank you so much. Merci beaucoup, Dr. Bastien Maponi. Merci infiniment. J'espère qu'on on aura l'occasion de te recevoir une fois de plus et qu'on attend ta contribution dans l'ouvrage qui va sortir pour l'ouvrage collectif qui est en train d'être mis en place avec Dr. Narcisse Tomekon et toute l'équipe. Voilà, Christelle Bien-Aimé, Dr. Christelle Bien-Aimé. Donc, merci infiniment et puis merci à tous d'avoir été présents. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus plus tôt que prévu, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, finalement, ils sont repartis. Donc, voilà, il y avait au moins 10 personnes, 12 personnes de plus qui étaient là un peu plus tôt, mais je ne pouvais pas ouvrir, malheureusement. Voilà. Merci infiniment à vous et puis on est ensemble, comme on dit. Merci beaucoup. Non, mais moi, encore te remercier de la confiance, de l'opportunité, du tremplin que tu me donnes pour encore une fois parler d'un sujet qui me passionne. Tant qu'il s'agit de musique, tant qu'il s'agit de nos musiques, de l'oralité, vraiment, je pense qu'on n'en fait pas assez. Voilà, comme je l'ai dit, on n'en fait pas assez. Il est de notre devoir de le faire parce que d'autres, c'est pas quelqu'un d'autre qui le fera pour nous. Il est aussi de notre devoir de le faire pour montrer aux générations qui viennent, celles qui nous suivent, que voilà la voie, c'est la seule voie. Voilà, il faut, comme Roger l'a dit, nos musiques traditionnelles on est dans une musicologie de l'urgence. Parce que nos musiques sont en train d'être menacées par la modernité. Hier, il n'y avait pas l'IA. Aujourd'hui, il y a l'IA. Demain, on ne sait pas ce qu'il y aura. Donc, nos musiques sont vraiment menacées. Donc, on n'en fait pas assez. Il faut qu'on en fasse. Et donc, ce que tu fais avec ton équipe, moi, je vous encourage, je vous félicite. Moi, je trouve que c'est très génial. Et chaque fois que j'aurai une invitation, je me ferai fort d'être présent. Il n'y a pas de problème. Et même, je vais aussi encourager. Je pense que pour répondre au fait que les gens sont venus, ils sont partis, peut-être qu'ils ont confondu les horaires. Oui, moi, oui. Quelqu'un m'a appelé à 3h PM pour me dire, mais il est connecté, on n'arrive pas. Je lui ai dit, non, mais 3h PM, c'est l'heure des États-Unis. Chez nous, ça fait 7. Okay. C'est vrai. Donc, quand tu fais l'invitation, il faut vraiment préciser, parce que bon, c'est pas tout le monde qui comprend. Il y a des abréviations, c'est pas tout le monde qui comprend. Voilà, si je pense que c'est vrai que tu peux donner l'heure des États-Unis, mais l'heure GMT, même quand tu dis GMT, c'est pas forcément tout le monde qui sait qu'est-ce que GMT représente. Mais si par exemple tu dis GMT Abidjan, GMT Accra, l'heure d'Accra, l'heure d'Abidjan, c'est un peu plus précis. Je ne sais pas si c'est la seule raison, mais ça peut faire partie aussi des choses qui ont fait que les gens... C'est sûr. C'est sûr. Par heures dessus. Voilà, après, le gars, il ne sait plus trop. Voilà, c'est un peu ça. Mais on va corriger la prochaine fois. Oui, bien sûr. On va travailler là-dessus avec toute l'équipe et avec toi, bien entendu. Merci infiniment. Thank you, guys. Thank you, everybody. And hope to see you very soon. Next month, we're going to have another guest. And yeah,
Stay safe and see you soon. Thanks a lot. All Merci right. beaucoup. Have Thanks. a good weekend, everyone.